Salam alaikum, bonjour à tous. Donc, on va faire aujourd'hui le grossissement mitral. Donc, on va pas faire le rappel anatomique, on a déjà fait le cours de l'insuffisance mitrale. Donc, on va commencer directement par une définition et des généralités. Donc, on parle d'un rétrécissement mitral, c'est quand il y a un obstacle à l'ouverture de la valve mitrale. Donc, comme vous le savez, la valve mitrale, elle s'ouvre en diastole. Donc, l'ouverture maximale elle est de l'ordre de 4 à 6 cm. Donc, quand cette ouverture est limitée, est inférieure à 4, on parle d'un rétrécissement mitral. Généralement, on ne parle de RM que quand il est inférieur à 2. Entre 2 et 4, on parle d'une chose qui est lâche. Mais il n'est généralement symptomatique que lorsqu'il est serré. Et il est serré quand la surface est inférieure à 1,5 cm². Il devient serré si la surface est inférieure à 1. Donc le RM, obstacle au remplissage du ventricule gauche, donc c'est un obstacle qui est diastolique, avec une diminution serrée quand il est inférieur à 1,5 cm². Donc l'épidémiologie, il se voit beaucoup plus chez les sujets jeunes, notamment les femmes. En épidémiologie, le RM touche 75 à 80% les femmes. Donc 75 à 80% des cas se voient chez la femme. Chez les sujets âgés, c'est des lésions beaucoup plus complexes. On va voir d'ailleurs l'étiologie. Dans les étiologies, la presque étiologie, la quasi-totalité des cas de RM, c'est le rhumatisme articulaire aigu, le RAA, est pratiquement l'étiologie, l'unique étiologie des cas de RM. Donc le RAA, c'est une infection post-streptococcique. Donc c'est des sujets qui font des infections à répétition au streptocoque bêta hémolytique. Et les lésions sur les valves se voient plusieurs années après. Donc il y a une phase aiguë inflammatoire du RAA, puis il va y avoir une cicatrisation sur le mode de fibrose qui va atteindre essentiellement les valves. Et la valve mitrale est plus touchée que la valve aortique. Et ça se voit plusieurs années, plusieurs décennies. En moyenne, c'est 10 à 20 ans après l'épisode du RAA. Ce qui explique qu'on la voit chez des sujets jeunes. Puisque le RAA, on le voit chez des enfants généralement d'âge scolaire, entre 4 et 19 ans. Et donc, le RM, on le voit habituellement entre 20 jusqu'à 40 ans. Le RM, on le voit généralement le début entre 20 jusqu'à 40 ans. Donc, c'est un décalage de 10 à 20 ans par rapport au rhumatisme articulaire. Alors, le RM du sujet âgé est généralement le RM dégénératif. Là, c'est une étiologie qui est très, très rare, mais c'est la principale étiologie dans les pays occidentaux. Dans les pays occidentaux où il n'y a pas de RAA, l'étiologie pratiquement de la quasi-totalité des RM, c'est l'étiologie dégénérative. Sachez que l'étiologie dégénérative, ce n'est pas comme le cas du RAO ou dans le rétrécissement aortique, où l'étiologie dégénérative, c'est l'étiologie principale. Donc, avec l'âge, il y a des calcifications qui se déposent sur les vaisseaux et sur les valves, mais avec une prédilection plus élevée pour la valve aortique. Et comme la valve aortique est plus rétrécie par rapport à la valve mitrale, c'est plus facile d'obstruer par une calcification une valve aortique qu'une valve mitrale. Ce qui explique le caractère peu serré du RM dégénératif. Donc, RM dégénératif, c'est des calcifications, comme dans le RAO dégénératif. Il se voit chez des sujets âgés, c'est l'étiologie principale des RM dans les pays occidentaux, mais il s'agit essentiellement d'un RM peu serré. Et puis, vous avez quelques cas de RM congénital. Donc, ce qu'il faut retenir dans ça, c'est que chez nous, le RM, c'est des sujets jeunes, essentiellement des femmes, et c'est presque dans tous les cas rhumatismal. En anapathie, la lésion typique du rétrécissement mitral, c'est la symphyse, vous voyez sur l'image, la symphyse ou la soudure des commissures. Là, c'est une image d'une valve mitrale atteinte du rhumatisme articulaire aigu. Là, c'est la valve antérieure, et ça, c'est la valve postérieure. Là, normalement, c'est des cul-de-sac. C'est des cul-de-sac qui sont normalement ouverts. À ce niveau-là, c'est la commissure antérieure et c'est la commissure postérieure. Donc, quand il y a un rhumatisme articulaire aigu, il va y avoir une inflammation de toute la valve. Ensuite, il va y avoir une fibrose, donc une cicatrice fibreuse, donc une rétraction. Ensuite, il va y avoir des calcifications. Et ça commence les commissures. Donc, il va y avoir une fermeture des commissures. C'est ce qu'on appelle la symphyse commissurale ou bien la soudure commissurale. La lésion caractéristique du rétrécissement mitral. On aura une fermeture des commissures avec fibrose, calcification et rétraction.
Également, au niveau de l'appareil sous-valvulaire, au niveau des cordages et des piliers, il y aura les mêmes lésions. On aura de la fibrose, de la rétraction et des calcifications. Donc, sur le plan anapathe, les mots-clés, il va y avoir une fonction suivie des années après par de la fibrose, de la rétraction et des calcifications. Ça touche essentiellement les symphyses, ça touche essentiellement les commissures entraînant une symphyse commissurale. C'est la lésion, on va dire, caractéristique. Et ces lésions-là touchent également l'appareil sous-valvulaire. Donc la physiopathe, on a, comme pour l'insuffisance mitrale, on aura des conséquences. Alors les conséquences en aval, quand on a un obstacle au niveau de la valve mitrale, normalement il y a une diminution progressive du remplissage. Pendant longtemps, le VG est strictement normal et son éjection n'est pas touchée. Pourquoi? Parce que la fraction d'éjection n'est pas 100%. Ça veut dire que le VG n'éjecte pas son volume de remplissage. Donc, malgré qu'il y ait une diminution un petit peu du volume de remplissage, parce qu'il y a un obstacle, mais le VG conserve un volume éjecté plus ou moins normal. Donc, on aura un VG strictement normal, et c'est un VG non dilaté, voire même petit. Dans le RM, le VG est strictement normal, il n'est pas dilaté, il garde une bonne fonction pendant très très longtemps. Contrairement à l'insuffisance mitrale. Alors, les conséquences en amont, donc en amont, sur l'oreillette gauche et la circulation pulmonaire, là, les conséquences sont exactement les mêmes que pour l'insuffisance mitrale. On revient sur le schéma. Il y a un obstacle à ce niveau-là. Donc, le sang, il va stagner au niveau de l'oreillette gauche. La première cavité qui est touchée, c'est l'oreillette gauche. On aura donc une dilatation de l'oreillette gauche. Cette dilatation de l'oreillette gauche expose à des complications, des troubles du rythme, notamment la CFA, et les thromboses, parce que le sang, il stagne. De thrombose, et donc on aura la formation de thrombus à ce niveau-là. Possible formation de thrombus, et le risque, c'est les embolies vers la circulation systémique, l'AVC et l'ischémie aiguë des membres. Ça, c'est les conséquences sur l'oreillette gauche. Ensuite, si l'hyperpression est très élevée au niveau de l'oreillette gauche, on aura toujours des répercussions en amont. Une hyperpression au niveau des veines, ensuite une hyperpression au niveau des capillaires pulmonaires. Donc on aura une mauvaise oxygénation puisqu'il y a une hypervascularisation. Le sang, il est en excès au niveau de la circulation pulmonaire par rapport à l'oxygène en quantité normale. Donc on aura une hypooxygénation et une hypoxie. Cette hypoxie explique les signes d'insuffisance cardiaque, la dyspnée et l'asthénie. Ensuite, si l'hypervascularisation est très importante, donc la pression hydrostatique est très élevée à ce niveau-là, il va y avoir une extravasation du liquide vers le système interstitiel, ensuite vers les alvéoles, avec un œdème alvéolaire. Et lorsqu'il y a un œdème alvéolaire, c'est l'insuffisance cardiaque aiguë, c'est les décompensations aiguës. Donc quand il y a une hypervascularisation ou bien une hyperpression au niveau des capillaires, au stade chronique, c'est l'insuffisance cardiaque chronique, en compensation, c'est l'insuffisance cardiaque aiguë sous forme d'eau. Ensuite, si l'hyperpression est transmise toujours en amont, c'est l'artère pulmonaire. On aura le stade HTAP, hypertension artérielle pulmonaire. D'abord passive. Ça veut dire qu'elle est due uniquement à l'excès de liquide. Passive dit post-capillaire. L'origine il est post-capillaire. Donc HTAP passive post-capillaire due à l'excès de liquide complètement réversible si on a un obstacle. Sinon, si ça évolue, l'artère, il va y avoir une vasoconstriction. Donc ce liquide en excès va altérer la paroi, il y aura une vasoconstriction au niveau de la paroi. Cette vasoconstriction augmente les résistances à l'éjection du ventricule et ça finit par dysfonctionner le ventricule droit. Quand il y a une augmentation des résistances, le liquide n'arrive pas à ce niveau-là. Le liquide n'arrive pas, mais les pressions sont toujours élevées parce qu'il y a une vasoconstriction. C'est ce qu'on appelle la active, elle n'est pas passive. Ce n'est pas le liquide qui est en excès, mais c'est la vasoconstriction qui est à ce niveau-là. Quand il y a une vasoconstriction, donc les résistances sont élevées, la HTAP active. Et quand il y a une vasoconstriction à ce niveau-là, il y a un effet bénéfique quand même. L'effet bénéfique, c'est qu'une hyper importante par vasoconstriction au niveau de l'artère pulmonaire va refouler le liquide, le sang, vers les veines et vers l'oreillette gauche. Donc on aura une diminution de l'hyperpression au niveau des capillaires, parce que la pression est très très élevée là. Donc on aura un refoulement vers les veines et vers l'oreillette gauche, et donc on aura une diminution des crises d'OAP et de l'insuffisance cardiaque. Mais cette HTAP active est très délétère pour le ventricule droit parce qu'elle va finir par dysfonctionner le ventricule droit. D'ailleurs, au stade d'HTAP active, pour toute insuffisance cardiaque, au stade d'HTAP active, c'est généralement un stade qui est irréversible. Même si on traite l'étiologie
Donc, cette HTAP active est généralement irréversible. Ça va finir par dysfonctionner le ventricule droit. Donc, pour la clinique, on a l'histoire naturelle de la sténose mitrale. Donc, voilà la phase aiguë du rhumatisme articulaire aigu. Généralement, ça dure quelques mois, voire quelques années, jusqu'à 2 années. Et vous voyez le décalage de 10 à l'apparition des symptômes, ce qui explique que les cas apparaissent chez des adultes jeunes, puisque le RAA à la phase aiguë, on le voit chez des enfants. Comme je l'ai dit, c'est des enfants d'âge scolaire, généralement entre 4-5 ans et 18-19 ans. Et donc, il y aura un décalage de 10 à 20 ans pour l'apparition des signes d'une sténose mitrale sévère. Donc, ce qui fait que l'apparition des signes et l'apparition d'une sténose mitrale serrée se voit vers 30 à 40 ans. Bon, quels sont les symptômes? D'abord, c'est les symptômes d'une hypervascularisation au niveau de la circulation pulmonaire. Donc, il y a une mauvaise oxygénation. Cette mauvaise oxygénation va entraîner la dyspnée et la sténie. Donc, la dyspnée, c'est une dyspnée d'effort qui va s'aggraver pour arriver à la dyspnée de repos avec orthopnée. Quand il y a une dyspnée de repos avec orthopnée, ça, c'est un œdème aigu du poumon. Donc, là, c'est une décompensation aiguë. Il faut savoir que la dyspnée est majorée par toute situation, c'est très important de retenir ça, c'est qu'elle est majorée par toute situation qui va augmenter le débit cardiaque, comme la grossesse, une anémie, une infection, une inflammation. Pourquoi toute augmentation du débit cardiaque va s'accompagner d'une augmentation de la dyspnée d'effort? Donc, on revient au schéma. Pour qu'il y ait augmentation du débit cardiaque, il faut qu'il y ait une augmentation du retour veineux, parce que le débit cardiaque, c'est le ventricule gauche. Donc, il faut qu'il reçoive plus de quantité de sang. Mais le sang du ventricule gauche provient des cavités droites. Donc, il faut d'abord que les cavités droites reçoivent plus de quantité de sang. Donc, il faut qu'il y ait une augmentation du retour veineux à ce niveau-là. Ensuite, le VD va éjecter plus pour arriver à une quantité plus importante de sang au niveau du ventricule gauche. Mais quand il va éjecter une quantité importante, là, le sang est déjà stagné à ce niveau-là. Donc, il va aggraver la stagnation du sang. Parce qu'il y a un obstacle à ce niveau-là, il y a une hypervascularisation à ce niveau-là. Donc, quand le VD il va éjecter par augmentation du retour veineux une quantité de sang plus importante, le sang il va stagner encore plus au niveau des capillaires pulmonaires et on aura une tendance à l'extravasation du sang et donc à l'œdème interstitiel et à l'œdème alvéolaire. Ce qui explique que toute situation qui augmente le débit cardiaque, par exemple un effort physique, le stress, la grossesse. La grossesse, c'est la première pathologie cardiaque qui peut décompenser donc une femme enceinte. C'est ce qu'on appelle les accidents gravido-cardiaques. Généralement, on les voit le deuxième trimestre, à partir du trimestre. Pourquoi? Parce que le débit cardiaque au cours d'une grossesse, le premier trimestre, il est plus ou moins stable, est plus ou moins normal, mais à partir du deuxième trimestre, il y a une augmentation du débit cardiaque de l'ordre de 4 à 5 fois le débit au début de la grossesse. Donc, comme il y a une augmentation du débit, ce débit va stagner à ce niveau-là et on aura des accidents gravido-cardiaques, surtout au deuxième trimestre. Donc, toute situation qui va augmenter le débit cardiaque va aggraver la stagnation du sang au niveau de la circulation pulmonaire et donc elle peut décompenser le malade. Donc, on aura l'asthénie et la fatigue, toujours par hypoxie, hypoxémie. On aura de l'hémoptysie. L'hémoptysie est expliquée par la stagnation du sang au niveau des capillaires. Donc, il va y avoir une extravasation du sang vers plus de crachat hémoptoïque. D'ailleurs, l'une des principales causes d'hémoptysie chez des sujets jeunes, c'est les valvulopathies mitrales, le rétrécissement et l'insuffisance mitrale. On a les signes d'une dilatation de l'oreille gauche, les palpitations. Quand il y a des palpitations, il faut rechercher les troubles du rythme, notamment la CFA, la fibrillation et les extrasystoles. Il faut chercher également des signes de complications. Des fois, le malade il vient directement avec une embolie. Il vient directement au stade de complications emboliques. Par exemple, c'est un sujet jeune, il vient pour un accident vasculaire cérébral, pour un AVC, ou bien une ischémie aiguë des membres. Donc, il faut chercher une cause embolique. Et comme il faut chercher une cause embolique, on nous demande toujours de faire l'ECG et l'échocardiographie à diagnostiquer des RM serrés à l'occasion d'une complication embolique. Dysphonie, donc atteinte du langage, donc atteinte de la voix, une dysphonie par paralysie du nerf récurrent gauche, ce qu'on appelle le syndrome d'Ortner. Ça, c'est un syndrome qui est exceptionnel, il est très rare.
quand l'oreillette gauche est ectasique, quand l'OG est très dilaté sur le champ. Quand l'oreillette gauche est très dilatée, ce qu'on appelle une OG ectasique, très dilatée, vous savez que l'oreillette gauche, elle peut arriver au contact de la branche souche. Vous avez la trachée, la branche souche droite et la branche souche gauche. Le nerf récurrent gauche, qui va innerver les cordes vocales, qui est nerf récurrent droit et nerf récurrent gauche. En gauche, à la différence du nerf récurrent droit, il descend jusqu'au niveau de la branche souche gauche et puis il va faire marche arrière vers le haut. Donc il descend pour faire une boucle sous la branche souche gauche. Quand l'OG est très dilatée, elle va comprimer le nerf récurrent gauche. Quand la branche, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'Ortner. Le syndrome d'Ortner, donc, c'est une dysphonie par paralysie du nerf récurrent gauche, qui est comprimée par une oreillette gauche très dilatée, ectasique. Et puis, vous avez les bronchites et les surinfections bronchiques et bronchopulmonaires. Donc, le sang, il stagne, ce qui fait que quand le sang il stagne, tout va stagner. Les bactéries, les virus, tout ce qui peut se retrouver au niveau du sang peut stagner à ce niveau-là. Et c'est un facteur d'infection. Donc, on a des surinfections bronchiques et bronchopulmonaires. Des fois, d'ailleurs même, on arrive à diagnostiquer les valvulopathies mitrales parce que c'est un patient jeune qui fait beaucoup de bronchites et beaucoup de bronchopneumopathie. Et enfin, le liquide en excès peut également, on va dire, sortir vers la plèvre et va donner des épanchements pleuraux transsudatifs. C'est un transsudat. Ce n'est pas un exsudat, ce n'est pas un exsudat inflammatoire, mais c'est un transsudat. C'est le liquide qui va sortir vers la plèvre. Ça, c'est à peu près les signes. Vous avez les signes physiques. D'abord, l'inspection. L'inspection, habituellement, elle est strictement normale. On ne trouve aucun signe. Parfois, on va trouver ce qu'on appelle le faciès mitral. Donc, faciès mitral, il est rare. Il se voit dans les cas de RM très évolué avec une hypoxémie importante. Quand il y a une hypervascularisation importante au niveau de la circulation pulmonaire, donc c'est des RM très anciens, vieillis, cette hypoxémie va entraîner la cyanose. Donc, par définition, la cyanose apparaît quand il y a plus de 5 grammes par décilitre d'hémoglobine qui est désoxygénée. Quand il y a plus de 5 grammes par décilitre d'hémoglobine désoxygénée, apparaît la cyanose, coloration bleue. Et donc, la réaction de l'organisme à la cyanose, c'est quoi? C'est la polyglobulie. Il va augmenter la synthèse des globules rouges. Donc, on aura de l'érythrose. Donc, c'est un mélange d'érythrose et de cyanose qui est visible surtout au niveau des visages. Donc, voilà le faciès mitral. Mélange d'une couleur rouge avec une couleur bleue au niveau des pommettes et lèvres. Les pommettes et lèvres, ça c'est le faciès mitral. C'est surtout dans le RM très ancien et vieilli, quand il y a une hypoxémie importante qui va entraîner une cyanose, avec une polyglobulie réactionnelle à la cyanose qui va entraîner la couleur rouge. Donc mélange de rougeur et de la couleur bleue, beaucoup plus visible au niveau du visage. À la palpation, si on a un souffle intense, le souffle il devient palpable. Donc le souffle palpable, c'est 4/6. Au moins 4/6, la classification de l'intensité des souffles. Le souffle du rétrécissement mitral, c'est l'un des premiers souffles qui a été décrit dans la physiologie cardiaque. Et le premier qui a fait donc la description, quand il a palpé un patient qui avait un souffle très intense au niveau du foyer, donc c'est un souffle qui est frémissant, il a eu la sensation exactement comme si on posait la main sur le chat qui va ronronner. Donc on va palper en quelque sorte des vibrations. Donc un chat qui ronronne, on va palper des vibrations. C'est pour ça qu'il a appelé frémissement. Donc, frémissement cater en diastole au niveau du foyer mitral, l'apex, apparaît quand le souffle est très intense. À droite, si le VD est très dilaté, dans les cas avancés, en stade d'HTAP. Insuffisance auriculaire droite avec un VD dilaté. Donc, on va palper le VD sous forme d'un signe de cater et le signe de Hauser. L'auscultation, vous avez la triade de Durosine. Voilà la triade de Durosine. Donc, vous avez le B1, fermeture des valves mitrales et tricuspides. Ensuite, vous avez la systole entre B1 et B2. B2, c'est la fermeture des aortiques et pulmonaires. Donc ça, c'est la systole. La systole est libre. Donc, la systole, c'est l'éjection. La systole est libre.
Ensuite commence la diastole. Donc, commence la diastole, par quoi elle va commencer la diastole? Par la relaxation isovolumétrique. Là aussi, puis il va y avoir une rupture de la valve mitrale. La valve mitrale, quand elle s'ouvre, comme vous avez une valve qui est rigide, elle est fibreuse, quand on va l'ouvrir, elle va donner un claquement. C'est ce qu'on appelle le claquement d'ouverture. Normalement, l'ouverture d'une valve n'est pas audible. Mais quand une valve elle est fibreuse, elle est calcifiée, elle est rigide, elle est épaisse. Quand on l'ouvre, elle va donner un bruit qu'on appelle le claquement d'ouverture de la mitrale. Ensuite, après l'ouverture, commence le remplissage. Remplissage rapide, remplissage lent et remplissage actif. Donc, le remplissage s'effectue à travers un orifice qui est rétréci. Ça va donner le souffle. Le souffle, c'est ce qu'on appelle le roulement mitral. C'est un souffle de basse fréquence. C'est un son qui est grave. Ce n'est pas un son qui est aigu. Un son grave appelé roulement. Donc, vous avez le roulement mitral après le claquement d'ouverture. Et le roulement, il dépend du remplissage. Vous avez le remplissage rapide. Donc, il y a un premier renforcement en protodiastole. Le remplissage lent. Donc, le souffle, il diminue d'intensité. Ensuite, il va y avoir le remplissage actif. Donc, le souffle, il va se renforcer en télédiastole. Donc, deux renforcements, protodiastolique et télédiastolique. Ensuite, la valve va se fermer. Et comme elle va se fermer, elle va donner également une augmentation d'intensité de fermeture. C'est ce qu'on appelle l'éclat de B1. Donc, quand elle s'ouvre, elle va donner un bruit. Quand elle se ferme, le bruit physiologique augmente d'intensité. Donc, claquement d'ouverture B1. Et entre les deux, le passage du son va donner le souffle, donc le roulement, avec ces deux mouvements protodiastoliques et télédiastoliques. Bien sûr, le roulement, le renforcement télédiastolique disparaît en cas d'ACFA, parce que dans la CFA, il n'y a plus de systole auriculaire, il n'y a plus de remplacement à usage actif, donc on aura la disparition de ce renforcement télédiastolique. Donc, cette triade-là, claquement d'ouverture, roulement diastolique, éclat de B1, c'est ce qu'on appelle l'onomatopée de Durozier ou la triade de Durozier. On l'entend bien sûr au foyer mitral. L'irradiation se fait vers l'apex, donc tout ce qui dépend du foyer mitral, c'est comme ça. Il est apexo-axillaire et la position préférentielle, c'est le décubitus latéral gauche. Donc, un signe de gravité particulier, c'est l'éclat de B2 au foyer pulmonaire, qui signe une HTAP. Il faut chercher également les signes d'une autre valvulopathie, notamment l'insuffisance mitrale, donc ce qui définit la maladie mitrale. Il faut savoir que le RM c'est vraiment rare de constater un RM isolé. Le RM, généralement, est toujours, presque, dans la grande majorité des cas, associé à une insuffisance mitrale. C'est ce qu'on appelle la maladie mitrale. Et d'ailleurs, l'association de RM avec insuffisance mitrale est très évocatrice de l'étiologie rhumatismale de cette valvulopathie. Donc, il faut chercher l'association à une IM par le biais surtout de l'existence d'un autre souffle qui est, dans ce cas-là, systolique. Pour ce qui est des examens complémentaires, donc on fait le CG, le téléthorax et l'écho, donc les trois principaux examens complémentaires qu'on fait à l'ECG. Qu'est-ce qu'on fait? La première cavité qui va se dilater, c'est l'oreillette gauche, donc hypertrophie auriculaire gauche. Bien sûr, il ne faut pas confondre, quand on dit hypertrophie, le CG, il ne faut pas imaginer que c'est la paroi qui va augmenter d'épaisseur. Non. Le CG, on parle d'hypertrophie auriculaire ou la hypertrophie ventriculaire, c'est quand il y a une augmentation de la masse. Donc, augmentation d'une masse d'une cavité, que ce soit par dilatation de la cavité, c'est la cavité qui s'est dilatée, ou bien par augmentation de l'épaisseur de la paroi. Dans les deux cas, la masse totale de la cavité a augmenté. Donc, on parle d'une hypertrophie. Par exemple, si on prend l'HVG, HVG dans l'insuffisance mitrale, il y a une HVG. Et pourtant, la paroi est normale, parce qu'il y a une dilatation de la cavité du ventricule gauche. Il y a également une HVG dans le rétrécissement aortique, parce que dans le rétrécissement aortique, il y a une augmentation de l'épaisseur de la paroi, alors que la cavité est normale. Donc, quand on parle d'une hypertrophie à l'ECG, ça veut dire que la masse de la cavité est augmentée, que ce soit par augmentation de l'épaisseur de la paroi ou par dilatation de la cavité, le résultat est le même. C'est l'augmentation de la masse totale. Et donc, à l'ECG, on parle d'une hypertrophie. Et au téléthorax, on parle d'une dilatation. Donc, hypertrophie auriculaire gauche par dilatation, hypertrophie par dilatation d'oreille gauche. Et puis, on a l'HVD, hypertrophie ventriculaire droite, parce que dans le stade l'HTAP active, il va y avoir une dilatation du ventricule droit. Et donc, on aura l'HVD qui est tardif.
et puis il faut chercher les troubles du rythme. Voilà ce qu'il faut chercher essentiellement. L'HAG, le principal signe, les troubles du rythme auriculaire, et l'HVD, c'est un signe qui est tardif. Donc, rapidement, je vais vous exposer donc c'est quoi l'HAG, c'est quoi l'HVD. Normalement, vous avez un TD sur les surcharges cavitaires. Normalement, vous allez bien détailler donc les deux anomalies. Donc, l'hypertrophie auriculaire gauche, vous savez que quand il y a une onde P, il y a une onde P, qu'il y a la durée ou qu'il y a l'amplitude. Donc, le nœud sinusal, il est au niveau du plancher, donc de l'oreillette gauche. Il est haut. Donc, de l'oreillette gauche. Donc, l'action de l'oreillette gauche se fait du haut vers le bas. C'est un vecteur vertical, du haut vers le bas. L'activation de l'oreillette gauche. L'activation de l'oreillette droite se fait de la gauche vers la droite. Donc, c'est un vecteur horizontal. Donc, l'oreillette droite s'active selon un vecteur horizontal. L'oreillette gauche s'active selon un vecteur qui est vertical. Si on prend l'oreillette gauche, le vertical, c'est quoi? C'est l'amplitude. L'horizontal, c'est quoi? C'est la durée. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, l'hypertrophie auriculaire gauche, l'oreillette gauche, elle est là. Donc, l'hypertrophie auriculaire gauche, c'est l'augmentation de la durée. L'hypertrophie auriculaire droite, c'est l'augmentation de l'amplitude. Donc, l'oreillette gauche, elle est là. L'oreillette droite, elle est là. L'oreillette gauche est activée de la droite vers la gauche. C'est un vecteur horizontal. Donc, c'est la durée. La durée. L'oreillette droite est activée du haut vers le bas. C'est un vecteur vertical. C'est l'amplitude. Donc, toute hypertrophie auriculaire gauche est diagnostiquée par augmentation de la durée qui dépasse 0,12. Toute hypertrophie auriculaire droite est activée et diagnostiquée par augmentation de l'amplitude qui dépasse 2,5 mm. Donc, les deux critères principaux d'une HAG ou bien d'une HAD. Donc, l'HAG, c'est l'augmentation de la durée. P mitrale supérieure à 0,12. La limite, c'est 0,12. Et elle devient bifide. Comment elle va devenir? Elle devient bifide comme ça. Une allongée bifide surtout avec une négativité traînante en V1. En V1, l'onde P, elle peut être diphasique, qui a une petite positivité et une négativité. La positivité, c'est l'activation de l'oreillette droite. La négativité, c'est l'activation de l'oreillette gauche. Donc, on va dire qu'en V2, il y a avec prédominance de négativité, parce que c'est une hypertrophie auriculaire gauche. Et en D2, une onde P allongée, aspect bifide. Avec un aspect bifide. Critère principal, c'est l'augmentation de la durée supérieure à 0,12. Les autres critères secondaires, aspect bifide avec une durée supérieure à 0,12. Et en V1, négativité prédominante sur la positivité, avec toujours une durée supérieure à 12. Voilà l'exemple d'une ACFA. Donc, il faut chercher les troubles du rythme. Donc, ACFA, ça se diagnostique par disparition de l'onde P, en bas un ECG normal, avec des ondes P, QRS et l'onde T. Là, il y a une disparition de l'onde P. On ne voit pas d'onde P, c'est une trémulation de la ligne de base avec un rythme irrégulier. Donc, ça, c'est les deux critères d'une ACFA. Disparition de l'onde P, qui est remplacée par trémulation de la ligne de base, avec un rythme qui est irrégulier. Donc, O, c'est l'arythmie complète de la fibrillation auriculaire, donc l'ACFA. Il faut chercher la HAG, il faut chercher les troubles du rythme, notamment la CFA. Il faut chercher également l'HVD tardivement, quand le VD est dilaté. Les d'une HVD, là aussi, normalement, vous allez les détailler, parce que ça, c'est un cours à lui seul, hein, les hypertrophies ou les surcharges cavitaires. Donc, à l'état normal, il y a une petite onde R et grande onde S. Il y a une négativité qui prédomine à droite, en V1, V2. Normalement, le rapport R sur S est inférieur à 1. Quand la positivité augmente, rapport R sur S qui devient supérieur à 1, R en plan V1, V2, ça veut dire que le ventricule droit, parce que le ventricule droit est exploré par les dérivations droites, V1, V2. Donc, quand le ventricule droit est dilaté, donc il y a une HVD, on aura une augmentation de la positivité. Donc, l'onde R augmente d'amplitude et on aura un rapport R sur S qui est supérieur à 1 en V1, V2. Ça, c'est l'un des critères essentiels d'HVD. Genre, par exemple, l'aspect HADA normalement chauffe le V5, V6, grande onde R, petite onde S. Là, on le voit en V1, V2, parce que là, c'est le ventricule droit qui est... Et on aura un deuxième critère également important, c'est la déviation axiale droite, donc au-delà de 90. Normalement, l'axe, il ne dépasse jamais 90 degrés. Quand il dépasse 90, 180, ça devient un axe droit.
Et l'axe droit est très évocateur d'une hypertrophie ventriculaire droite. Donc, pour téléthorax, on a la silhouette mitrale. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On a dilatation de l'oreillette gauche. C'est le signe essentiel. Tardive du VD, ça c'est tardivement. Et on aura là le retentissement pulmonaire sous forme d'hypervascularisation. Ça, c'est toujours le petit rappel, je pense qu'on a fait. Bord droit, bord gauche. Donc, voilà comment on voit la dilatation de l'oreillette gauche. Donc, l'oreillette gauche, elle est au centre de l'ombre cardiaque. On ne la voit pas. Quand l'oreillette gauche est dilatée, elle va empiéter, elle va déborder sur l'arc moyen gauche et l'arc inférieur droit. Elle va donner le sur l'arc moyen gauche. L'arc moyen gauche, il devient convexe, ou là en double bosse. Et elle va donner un débord de l'arc inférieur droit avec un double contour. Donc, double contour de l'arc inférieur droit et double bosse de l'arc moyen gauche, ou bien au moins un aspect convexe de l'arc moyen gauche. C'est la dilatation de l'oreillette gauche qu'on voit sur le téléthorax de face. La dilatation du ventricule droit, tardivement, on la voit sous forme d'un allongement de l'arc inférieur gauche avec une pointe sus-diaphragmatique, ce qu'on appelle le cœur en sabot, comme ça. C'est un cœur en sabot avec une pointe sus-diaphragmatique. Quand la pointe est sous-diaphragmatique, elle est plongeante, c'est en faveur d'une dilatation du ventricule gauche. Voilà l'exemple d'une silhouette mitrale qu'on appelle la silhouette angulaire. Choufou l'arc moyen gauche, comment il est convexe. Normalement, l'arc moyen gauche, il est concave. Quand le moyen gauche, il devient convexe, et là, vous voyez, le contour il est très évident. Choufou, voilà. Et vous voyez le deuxième contour. Donc, en double contour de l'arc inférieur droit, avec aspect convexe de la main gauche, et vous voyez l'arc inférieur gauche n'est pas allongé, donc le VG n'est pas dilaté, le VD n'est pas dilaté. Donc ça, c'est une qui est dilatée. Donc là, c'est ce qu'on appelle la silhouette mitrale triangulaire par dilatation de l'oreillette gauche R1. Et là, on voit très très bien l'hypervascularisation. Je trouve qu'il y a une vascularisation un peu accentuée, mais pas très, très accentuée. Ceci est expliqué par le fait que ce malade est bien traité. La circulation pulmonaire, en quelque sorte, elle n'est pas très surchargée. C'est un malade qui est bien traité, donc il n'y a pas de vascularisation importante au niveau des poumons. Mais quand il y a une hypervascularisation, une hyperpression au niveau de la circulation pulmonaire, comme Choufou l'a développé, donc à gauche et à droite. L'échocardiographie, bien sûr, va confirmer le diagnostic, c'est très facile. Je vois des valves qui sont épaisses, elles sont fibreuses, on voit des calcifications, et surtout, on va quantifier. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Deux signes. Dans les sténoses mitrale ou la aortique, c'est toujours deux critères de gravité. Vous avez le gradient et la surface. Donc, quand on calcule la surface mitrale fléco, on la trouve inférieure à 1,5, c'est en faveur d'une sténose qui est serrée. Quand elle est inférieure à 1, elle est très serrée. Et quand le gradient est supérieur à 10, ça veut dire que quand la différence de pression de l'oreillette gauche, où la pression est élevée, et le ventricule gauche, où la pression est normale, quand constamment la différence de pression en diastole qui est supérieur à 10, ça se calcule cardiographie. Là, c'est également un critère en faveur d'un RM serré. Les deux critères d'un RM serré. On va chercher également les répercussions, l'hormonal, est-ce qu'elles sont élevées? Et on va chercher d'autres valvulopathies, notamment une insuffisance mitrale associée. Je vous ai dit que l'association IM-RM est très fréquente, donc ce qu'on appelle la maladie mitrale. L'écho transœsophagienne, donc il arrive des fois qu'on va demander par voie transœsophagienne comme une fibroscopie digestive. Donc le TO, l'avantage, c'est un examen un peu plus invasif. Donc c'est plus difficile de supporter le TO par rapport, bien sûr, à l'écho transthoracique où c'est très facile, c'est un examen complètement non invasif. Donc le TO, l'avantage, c'est quoi? C'est qu'on aura une meilleure visualisation, donc on aura une meilleure qualité d'image. Donc les critères morphologiques pour savoir est-ce que la voie est très fibreuse, très rétractée, TO par rapport à l'ETT. Et de l'appareil sous-valvulaire, c'est ils vont
sous-valvulaire. Chaque critère est coté à 4. Donc, on aura un score de Wilkins de 4 à 16. C'est pour faire la différence entre une valve très remaniée, très calcifiée, et une valve qui n'est pas très remaniée. Et c'est un critère important pour le choix du traitement. Quand la valve est très remaniée, très calcifiée, très fibreuse, on va choisir un remplacement. Quand elle n'est pas très remaniée, très calcifiée, on peut dilater la valve. 15 scores, surtout à l'ETO, c'est ce qu'on appelle le score de 10. Vous n'êtes pas bien sûr censé connaître ce score, surtout connaître le score de Wilkins, mais pour donc apprendre les scores Hadoop, non. Donc c'est un score beaucoup plus utilisé à l'ETO, hein, parce que c'est à l'ETO qu'on étudie bien les critères Hadoop, mobilité de la valve, épaisseur de la valve, calcification de la valve, de l'appareil sous-valvulaire. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous pourriez juste refaire la partie concernant l'échocardiographie? Ça a bugué. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Donc l'écho a confirmé le diagnostic. Donc l'écho, c'est l'examen qui va confirmer. Parce qu'on va avoir une valve qui est épaisse, fibreuse, calcifiée, etc. Donc la confirmation, c'est l'écho. Ce n'est pas la clinique, ce n'est pas l'examen clinique, ce n'est pas les signes. L'échocardiographie qui va confirmer le diagnostic et va nous dire est-ce que cette sténose est serrée ou non. Il y a deux critères quand il y a une sténose aortique ou la mitrale. Il y a la surface et le gradient. Le gradient, c'est la différence de pression entre l'aval et l'amont. Quand il y a une différence de pression entre l'oreillette gauche, où la pression est élevée, et le ventricule gauche, quand cette différence de pression est sur 10, qu'on appelle le gradient moyen transmitral, supérieur à 10, c'est en faveur d'un... Et quand on calcule la surface mitrale, elle est supérieure à 1,5, elle est inférieure à 1,5, c'est en faveur d'une sténose qui est serrée. Donc surface inférieure à 1,5 ou gradient supérieur à 10, c'est les deux critères d'un RM serré. Quand la surface est inférieure à 1, et le RM est dit très serré. Et donc on met les deux critères d'une sténose serrée, gradient et surface. On va également calculer la pression pulmonaire donc pour apprécier le retentissement. On va apprécier également la dilatation de l'oreillette gauche. Et on va chercher les autres valvulopathies, notamment la fuite mitrale. C'est très fréquent une fuite mitrale associée à la sténose mitrale. Dans le cadre, bien sûr, d'une maladie mitrale. Et puis, on va demander le TO, l'écho transœsophagien. Alors, le TO, l'avantage ou les indications, c'est quoi? Le TO, elle va donner de meilleures qualités d'image parce qu'on est dans l'œsophage, on est très proche des cavités cardiaques, donc la qualité de l'image est meilleure par rapport à l'ETT. Et donc, on aura une meilleure étude. Les critères morphologiques, l'épaisseur de la valve, la fibrose, les calcifications, la mobilité, on étudie mieux ça à l'ETO par rapport à l'ET. Et on a même un score qui est basé sur les critères morphologiques. On va voir ça, c'est le score de Wilkins. Pour faire la différence qui est très fibreuse, très calcifiée, très rétractée, où il faut un remplacement, et entre une autre valve où il n'y a pas de fibrose importante, il n'y a pas trop de calcification, dans ce cas-là, on va préférer la dilate. Donc les critères morphologiques, la mobilité de la valve, l'épaisseur de la valve, la rétraction, la fibrose, les calcifications sont liées à l'ETO. Donc c'est à l'ETO qu'on va choisir dilate ou remplacement, parce qu'on va étudier mieux la valve à l'ETO par rapport à l'ETT. On va détecter mieux les thrombus, parce que les thrombus sont localisés généralement, ils ne sont pas localisés dans la cavité auriculaire gauche, ils sont localisés dans une petite poche, c'est l'oreillette gauche. Donc c'est un petit cul-de-sac qu'on appelle l'auricule gauche. C'est là où le sang vraiment stagne et c'est là où la fréquence des thrombus augmente. Et l'auricule gauche n'est pas du tout, presque il n'est pas du tout visible à l'ETT, à l'écho transthoracique. Donc c'est à l'ETO, à l'écho transœsophagienne, qu'on voit mieux les thrombus. Et donc il y a une meilleure détection. Donc un patient qui vous fait par exemple une embolie cérébrale, il a fait un AVC, pour chercher des thrombus au niveau de l'oreillette gauche, il vaut mieux demander l'ETO, parce que l'ETO, elle va mieux détecter les thrombus au niveau de l'oreillette gauche. Donc, voilà par exemple le score de Wilkins. Je vous ai dit que vous n'êtes pas censé donc, connaître par détail le score, mais sachez que quel est le score de Wilkins est surtout à l'ETO. Il se base sur l'habilité de la valve, l'épaisseur de la valve, les calcifications et l'état de l'appareil sous-valvulaire. Donc chaque critère est coté de 1 à 4.
On fait la différence. Inférieur 8 supérieur à 8. Donc, quand la valve est très remaniée, très calcifiée, etc., supérieure à 8, qui a du score supérieur à 8, c'est en faveur d'une valve très calcifiée, épaisse, etc. Ça, c'est en faveur d'un remplacement. Remplacer la valve. Mais quand c'est inférieur à 4, à 8, pardon, dans ce cas-là, la valve n'est pas très remaniée, n'est pas très calcifiée. Et dans ce cas-là, on peut tenter la dilatation mitrale. Vous avez les complications. Les complications, c'est très facile. L'oreillette gauche dilatée expose à des troubles du rythme, c'est la principale complication, notamment la CFA. Et vous avez les thromboses et les embolies, on a parlé de cela également. Vous avez les complications pleuropulmonaires hémodynamiques par hyperpression au niveau de la circulation pulmonaire. Vous avez les dyspnées qui s'aggravent, l'OAP, l'épanchement, HTAP, et chez la femme, des accidents gravido-cardiaques. Et enfin, la phase terminale, vous avez la défaillance cardiaque droite. Quand survient l'insuffisance cardiaque droite, à la phase terminale, généralement, il ne fait plus d'insuffisance cardiaque gauche. Il ne fait droite et c'est vraiment la phase terminale. Ça veut dire que dans ce cas-là, il est au stade d'HTAP active pré-capillaire. Donc, on a les complications du rétrécissement mitral. Le traitement, on a le traitement médical et on a le traitement curatif, la dilate et la chirurgie. Le traitement médical, donc le malade il fait une insuffisance cardiaque, il faut donner un régime hyposodé avec diurétique, voire même dérivé nitré. Là, on va détailler ça le cours d'insuffisance cardiaque. Donc, un malade qui fait une poussée d'insuffisance cardiaque, donc il y a une surcharge en eau, il faut dégager ça par l'augmentation de la diurèse, par les diurétiques. Donc, il faut donner une diurétique. Et il faut diminuer la précharge, il faut diminuer le retour veineux. Par quoi? Par les dérivés nitrés. C'est des vasodilatateurs veineux, donc ils diminuent le retour veineux. Donc, diurétique pour augmenter la diurèse et les dérivés nitrés pour diminuer le retour veineux. C'est ça, les patients qui font des poussées d'insuffisance cardiaque, avec bien sûr régime donc hyposodé. Quand le malade fait une ACFA, il faut ralentir. Généralement, on ne ralentit pas les digitaliques, la digoxine ou les bêta-bloquants. Et obligatoirement, on anticoagule. Si le malade il fait de la CFA au cours d'un RM, il faut anticoaguler. Impérativement, il faut anticoaguler indépendamment des opérations qu'il fait de la CFA dans le RM. Dans tous les cas, il faut l'anticoaguler. Il faut également anticoaguler si le malade n'est pas en CFA, il est toujours en rythme sinusal, mais l'OG est très très dilaté. Il est très ectasique. À peu près, c'est ça le traitement médical. C'est le traitement des complications de l'insuffisance cardiaque avec les diurétiques dérivés nitrés et le régime. Et le traitement de la CFA, il faut la ralentir, il faut l'anticoaguler. Et puis, vous avez le traitement curatif. Donc, on a la possibilité, soit on dilate la valve, soit on va la remplacer. Donc, on dilate, c'est un traitement percutané. On introduit, donc, à travers la veine. À travers la veine fémorale, on monte jusqu'au niveau de l'oreille droite, on fait un cathétérisme transseptal, on va perforer le septum, puis on va positionner le ballon, donc d'inoué, on appelle le ballon d'inoué au niveau de la valve mitrale. Le but, c'est quoi? C'est d'ouvrir les commissures. D'ailleurs, ce traitement est appelé commissurotomie mitrale percutanée, CMP, commissurotomie mutanée. Ça veut dire qu'on essaie de gonfler le ballon et d'ouvrir les commissures, parce que la lésion principale, c'est la symphyse commissurale. Donc ça, c'est la dilatation au ballon. Quand est-ce qu'on va utiliser ça? Premièrement, la valve pas très remaniée, très calcifiée. Deuxièmement, il ne faut pas qu'il y ait une fuite mitrale associée. Parce que s'il y a une IM associée, vous savez qu'en gonflant le ballon, on va toujours créer une fuite. On va toujours déchirer un petit peu. Donc, on va créer une fuite. Donc, s'il y a déjà une fuite mitrale qui existe associée, on va aggraver la fuite. Donc, une IM associée contre-indique dilatation mitrale. Une autre contre-indication, quand il y a un thrombus, l'oreille gauche, en dilatant, si tu dilates ou tu jettes le ballon, le thrombus, il va directement, parce qu'on a dilaté, le thrombus, il va directement partir au niveau du VG et il va emboliser. Donc, on aura des complications. Deuxième, c'est l'existence de thrombus au niveau de l'oreille gauche. Et troisième contre-indication, c'est quand il y a une autre valvulopathie où il est traité par voie chirurgicale. Donc, quand est-ce qu'on dilate? C'est dans le RM pur, isolé, avec les valves souples, pas très remaniées, pas traité sans thrombus et sans autre valvulopathie où il faut traiter par voie chirurgicale. Si on a une IM associée, c'est une contre-indication. Si on a un thrombus, c'est une contre-indication. Si on a des valves très remaniées, très calcifiées, il ne faut pas dire la fuite associée importante. Et si on a une autre valvulopathie associée où il faut traiter par voie chirurgicale, dans ce cas-là, bien sûr, on va traiter
tout par voie chirurgicale. Parce que ça, c'est une zone temporaire. Quand on dit là, il y a toujours le risque de restauration par la suite. Quand on veut dilater, on va gagner la surface. Par exemple, un malade, quand on dilate, il était à 1 mètre, on va passer jusqu'à 2 ou le 1,8 cm. Et puis, plusieurs années après, des fois même quelques années, des fois même 1 ou 2 années après, le risque de rester. Parce que ça, ce n'est pas une solution définitive. C'est une solution qui est temporaire. On va donc faire ça. Donc, la valve est assez souple, elle n'est pas rigide, elle n'est pas calcifiée pour éviter en sorte l'intervention chirurgicale. Donc, il y a toujours le risque de resténose, mais le risque de resténose est variable selon les patients. Il y a par exemple des patients qui ont été dilatés, 20 ans après, ils n'ont pas resténosé. Donc, il y a des patients qui ont été dilatés, 6 mois à 1 année après, ils ont resténosé. Vous avez la dilatation mitrale au ballon et vous avez bien sûr le remplacement par valve mécanique ou bien par valve biologique. Ça, c'est le traitement définitif. On enlève la valve et on met donc une valve mécanique, une valve biologique. Donc, quelles sont les indications? Premièrement, il faut que ce soit un RM serré, symptomatique. Donc, dans toutes les valvulopathies, il faut la valvulopathie serrée sévère. On n'intervient jamais sur une valvulopathie qui n'est pas sévère. Il faut qu'elle soit serrée sévère. Il faut qu'elle soit également symptomatique, avec symptômes, ou là sans symptômes, mais à risque de devenir symptomatique, avec des risques qui sont très sévères. Donc, les critères pour toutes les valvulopathies. Donc, valvulopathie sévère, 1, obligatoire. Deuxièmement, il faut que cette valvulopathie sévère soit symptomatique ou asymptomatique, avec risque important de devenir symptomatique, d'autres critères, ou bien conséquences sévères sur les cavités cardiaques. Donc, quand le RM est symptomatique, le premier cas de figure, on a le choix entre dilate et remplacement. Ça, c'est très simple. Quand il y a un RM serré, il est pur, ça veut dire sans fuite associée, peu ou pas de calcification. L'appareil n'est pas très calcifié, il n'y a pas de fuite mitrale associée. Sans thrombus au niveau de l'oreillette gauche, là, on va dilater. C'est ce qu'on appelle la commissurotomie mitrale percutanée. Dans les autres cas, si c'est un RM associé à une fuite, si c'est un RM avec calcification, un remaniement très important de la valve. Si c'est un RM associé à des thrombus, dans ce cas-là, c'est le remplacement valve mitrale. Si on a un RM serré asymptomatique, donc il est asymptomatique, mais à risque de décompensation, soit des décompensations hémodynamiques, ça veut dire à quel moment il peut faire de l'insuffisance cardiaque, ou bien un risque thromboembolique. À n'importe quel moment, il peut faire une embolie. Dans ce cas-là, c'est l'indication de la dilate. Ça veut dire qu'on peut dilater un RM serré, asymptomatique, il n'y a aucun symptôme, mais quand c'est un RM, il est à risque d'avoir à court terme des symptômes d'insuffisance cardiaque ou là, à risque de faire à n'importe quel moment une embolie. Quelles sont ces situations? Le risque hémodynamique, il est défini par l'un des 3 critères, désir de grossesse. Une femme jeune, RM serré, asymptomatique, donc elle a un désir de grossesse. Avant la grossesse, parce qu'on sait que la grossesse, de décompensation, les accidents gravido-cardiaques. Dans ce cas-là, il faut faire une CMP avant. Facteur important de décompensation hémodynamique. Deuxième, c'est quand il y a une HTAP importante. Les pressions pulmonaires sont très élevées. HTAP, bien sûr, passive. Dans ce cas-là, le malade, il peut faire à n'importe quel moment une décompensation hémodynamique. Et troisièmement, nécessité d'une chirurgie non cardiaque pour un patient cancéreux. Il faut une chirurgie de cancer alors qu'il a un RM serré asymptomatique. Si on l'opère, on sait que la période opératoire peut dépenser le malade et donc le malade, il est à haut risque hémodynamique. Donc, nécessité d'une chirurgie majeure, désir de grossesse ou HTAP. C'est le haut risque hémodynamique. Le haut risque embolique, c'est quoi? Le malade, il peut risquer à n'importe quel moment une embolie. C'est quand il est en ACFA. À n'importe quel moment, il peut faire une embolie. Parce que la CFA, elle va aggraver. Il n'y a plus de systole auriculaire. Le sang, il va donc encore stagner au niveau de l'oreillette gauche. Quand c'est un malade qui a fait déjà une embolie, deuxième critère, ou bien quand il a une longée très dilatée avec contraste. C'est quoi une longée? Vous voyez sur cette image, une longée très dilatée. Chauffe-eau le VG en haut, en noir, et chauffe-eau logé en blanc. Ça, c'est le sang qui stagne à l'intérieur de l'oreillette gauche. Et comme il stagne, il va donner. C'est ce qu'on appelle le contraste spontané dense dans l'oreillette gauche. Ça veut dire que c'est une oreillette gauche très dilatée avec du sang qui stagne à l'intérieur de cette oreillette. Donc, les 3 critères,
embolique, une OG dilatée avec contraste, une ACFA, malade qui est en ACFA, ou bien un malade qui a déjà fait une embolie. Un haut risque embolique ou un haut risque hémodynamique, même si c'est un RM serré asymptomatique, dans ce cas-là, c'est l'indication d'une dilate, mais pas de remplacement. On a un RM serré asymptomatique, il n'y a pas d'indication de remplacement valvulaire. Donc, on va mettre les messages les plus importants. Le RM, donc, c'est un obstacle en remplissage diastolique, dit serré quand il est à 1,5, très serré quand il est inférieur à 1. Jour, presque toujours rhumatismal, RAA, c'est presque toujours des sujets jeunes avec une prédilection pour les femmes. La dyspnée d'effort, c'est le même symptôme, elle va s'aggraver, elle va arriver à la dyspnée de repos et l'orthopnée. Vous avez sur l'auscultation la triade de Durosier, caractéristique, claquement d'ouverture, le roulement diastolique, c'est la triade de Durosier. Le CG, vous avez l'hypertrophie auriculaire, augmentation de la durée de l'onde P, plus ou moins l'âge tardivement, avec augmentation de l'amplitude de l'onde R à droite, et les troubles du rythme, notamment, il faut chercher la CAF. Sur le plan téléthorax, vous avez la silhouette mitrale triangulaire par dilatation de l'oreillette gauche, arc moyen gauche convexe ou bien en double bosse, arc inférieur droit en double contour. Et vous avez l'hypervascularisation pulmonaire, donc le retentissement pulmonaire. L'échocardiographie, 1, va confirmer le diagnostic, évalue le degré de la sténose, les deux critères, le gradient et la surface. Et oriente le type par le score de Wilkins, surtout à l'ETO. L'état de la valve, les calcifications, la fibrose, l'épaisseur, etc. C'est beaucoup plus à l'échographie osophagienne. Donc, le traitement médical, la CFA, il faut anticoaguler dans tous les cas, plus ou moins traitement ralentisseur, si le malade est rapide. Si le malade fait de l'insuffisance cardiaque, chenacylé, plus ou moins digoxine, si le malade est rapide. Sinon, on n'intervient que dans le RM serré symptomatique ou asymptomatique avec risque. Dans le RM serré symptomatique, on remplace si la valve très fibreuse, très calcifiée, très remaniée. Si la valve n'est pas très remaniée, n'est pas très calcifiée, c'est un RM pur, sans IM associé et sans thrombus au niveau de l'oreille gauche, on essaye la dilatation mitrale. Donc la CMP, c'est la commissurotomie mitrale. Donc on ouvre les commissures percutanées sans ouvrir la cage thoracique. Dans les autres cas, le RM serré asymptomatique, mais à risque hémodynamique, je fais les 3 situations à risque hémodynamique, début de grossesse, H-TAP majeur et nécessité de chirurgie majeure extracardiaque, ou le haut risque thromboembolique. Malade, il est en ACFA, il a déjà fait une embolie, ou bien il a une OG très dilatée. Dans ce cas-là, on va dilater le malade. C'est une indication de la dilatation. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc, s'il y a des questions, on va répondre aux questions. Allô? J'ai pas compris pourquoi. Allô, oui, monsieur. Allô? Allô, oui, monsieur. Donc, les questions là. Ils vont commencer à en bas. Ils vont commencer à poser les questions en bas. Compris pourquoi on a. J'ai pas compris. J'ai pas compris le roulement. Je trouve le roulement. Le principe du roulement, c'est quoi? Quand vous avez une valve qui s'ouvre, claquement de tube, on a après le remplissage. Donc, tant qu'il y a le remplissage, le sang, il passe à travers l'oreillette, à travers la valve mitrale. C'est une valve mitrale qui est sténosée. Donc, quand il va passer à travers une valve sténosée, il met le souffle. Donc, c'est un souffle qui va garder pendant toute la durée du remplissage. Le remplissage qui est 3 phases rapides, remplissage lent, en milieu, et remplissage actif. C'est la systole auriculaire. Bien sûr, plus la quantité de remplissage est importante, plus le souffle sera intense. Donc, il est maximal au début, au cours du remplissage rapide, puis il va diminuer au cours du remplissage lent, puis il va augmenter vers la fin. Donc parce que c'est la systole, c'est le remplissage actif. Il y a 2 phases de remplissage importantes. Remplissage rapide et remplissage actif. Donc il y a 2 pics du protodiastolique au cours du remplissage rapide et le pic télédiastolique au cours du remplissage actif. En absence d'ACFA avec une dilation de l'OG. Est-ce qu'on anticoagule?
à dose préventive ou à dose curative. Premièrement, il n'y a pas d'indication à dose préventive. RM, il n'y a pas d'indication à dose préventive. Soit on va anticoaguler à dose curative, soit on n'anticoagule pas. Dans les recommandations, en cas de RM, au moins modéré, même modéré ou sévère, en présence d'une ACFA, ça c'est l'anticoagulation systématique. Mais si le RM n'est pas en ACFA et l'OG est dilaté, dans les recommandations toujours, il dit que c'est d'une divergence d'opinion. Ça veut dire que les auteurs ne sont pas tous d'accord. Mais quand l'OG est dilaté, généralement c'est un consensus. Parce que le cas une étude qui prouve que l'oreillette gauche est très dilatée en absence d'ACFA, le risque embolique en pratique, si l'OG est dilaté, surtout plus elle est dilatée, plus le risque est important. Si l'OG est dilaté, on anticoagule. Donc, sur le plan pratique, généralement, on anticoagule le RM avec une OG dilatée, même s'il n'est pas en ACFA. Mais si on suit scientifique, il n'y a pas assez de preuves scientifiques en absence d'ACFA pour anticoaguler un RM. Je n'ai pas compris les contre-indications à la dilatation. Donc, la dilatation, pour dilater, qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, le risque lorsqu'on introduit le ballon, on va gonfler, on peut déchirer la valve. Donc, quand la valve est très rigide, très capillée, etc., on peut la déchirer. Donc, c'est pour ça que c'est une contre-indication. Quand la valve est très rigide, très remaniée, très calcifiée. En plus de ça, quand on gonfle le ballon, on va pratiquement, dans tous les cas, créer une petite fuite. Une fuite déjà associée, donc on va aggraver cette fuite. Donc, ça devient une contre-indication. Si on a associé à une insuffisance mitrale au moins modérée, c'est une contre-indication à la diète. Parce que dans ce cas-là, on va aggraver la fuite. Troisième contre-indication, quand il y a des thrombus l'oreillette gauche. Quand on va gonfler le ballon, on retire le ballon. S'il y a des thrombus au niveau de l'oreillette gauche, ces thrombus-là vont passer au niveau du ventricule gauche. Ils vont donner des embolies. Donc la troisième contre-indication, c'est l'existence de thrombus au niveau de l'oreillette gauche. Pas contre-indication. La quatrième, c'est l'existence d'une autre valvulopathie qu'il faut opérer. Imaginez que le RM est associé à une maladie aortique sévère, il faut remplacer la valve. Dans ce cas-là, bien sûr, on va ouvrir la cage, on va remplacer la valve. Dans ce cas-là, on va profiter pour remplacer la valve mitrale parce que c'est une solution qui est temporaire, ce n'est pas une solution définitive. Donc, si on ouvre déjà la cage thoracique pour traiter une autre valvulopathie, dans ce cas-là, il faut traiter par remplacement la valve mitrale. Les contre-indications, nécessité de chirurgie, valve, dans ce cas, un remplacement, pas une dilate. Deuxièmement, une fuite associée, on peut l'aggraver. Contre-indication, de thrombus, dans ce cas-là, ça contre-indique parce qu'il y a le risque embolique. Et enfin, l'existence du ventre très remanié, très calcifié. Donc, les principales contre-indications. Dans la physiopathe, le VG assure toujours un débit normal, sinon est-ce qu'on aura un prolongement? Parce que le ventricule gauche, quel que soit, vous savez que la fraction d'éjection, la FE, ce qu'on appelle le volume éjecté, quand le volume, c'est les diastoliques qui arrivent au niveau du ventricule gauche. Le ventricule gauche ne va pas éjecter la totalité de son volume. Il va éjecter une petite fraction, qu'on appelle la fraction d'éjection. Donc, si la quantité, parce que dans la sténose mitrale, la quantité de sang qui arrive au niveau du VG va diminuer un peu. Elle ne va pas diminuer trop. Elle va diminuer trop, c'est dans le RM très ancien. Si elle va diminuer un peu, le ventricule gauche, il a de quoi compenser. Il va augmenter la fraction éjectée. Donc, c'est pour ça que le débit est maintenant. Donc, malgré que le qui arrive au niveau du ventricule gauche, c'est une quantité qui va diminuer un peu, mais le ventricule gauche, il va lutter contre ça en augmentant la fraction éjectée. Pourquoi on a seulement une hypertrophie auriculaire gauche et pas une hypertrophie ventriculaire gauche? Parce que le VG est strictement normal. Pour avoir une hypertrophie, le CG, on parle d'hypertrophie, qui est au HVG ou la HAG ou la hypertrophie, le CG, ça veut dire que la cavité a augmenté de masse. Voilà. Une cavité qui augmente de masse, par exemple, cette cavité augmente de masse, l'HVG, la cavité va augmenter de masse. Ça va augmenter de masse par quoi? La masse, soit par dilatation, soit par hypertrophie. Dans les deux cas, la masse des cellules va augmenter, la masse totale. Les cellules va augmenter. On parle d'HVG. Soit par dilatation, c'est l'HVG diastolique, par surcharge du volume, soit par hypertrophie,
C'est l'HVG systolique. Mais dans le RM, le ventricule est strictement normal. C'est un ventricule non dilaté, un petit ventricule gauche. Et donc, on n'aura pas d'hypertrophie. Il n'est ni dilaté, ni hypertrophié. Si le RM n'est pas serré, on attend juste qu'il devienne serré pour le... Il n'y a pas quelque chose à faire pour l'empêcher d'évoluer vers les complications. Il n'y a absolument rien du tout. Vous savez que dans le RM, c'est une action post-rhumatismale. Et donc, l'évolution, c'est toujours des études. Par exemple, des affections, elles vont être aggravées par les calcifications. Parce que la fibrose, la rétraction, c'est bon, elle est faite. Qu'est-ce qui va aggraver donc, par la suite? Qu'est-ce qui peut s'aggraver? C'est les calcifications. Par exemple, les grossesses accélèrent le processus de calcification. Par exemple, si vous avez une femme qui a un RM modéré, si elle va tomber enceinte, la grossesse par la suite peut accélérer l'aggravation de la sténose mitrale. Mais il n'y a aucun traitement préventif à donner. Il n'y a aucun. Et l'évolution est imprévisible. Qu'il y ait des sujets qui vont évoluer rapidement, qu'il y ait des sujets qui vont évoluer lentement. Par exemple, l'un des facteurs d'évolution également, c'est les récurrences d'affections, des angines. À cause du RAA, c'est les angines à répétition. Si le malade continue à faire des angines à répétition, ça peut également accélérer. Onde P bifide suffisante pour dire non, il faut la durée. Pour dire qu'il y a une durée. Pour dire qu'il y a une HAD, c'est l'amplitude. Les autres, c'est des critères secondaires. Donc, critère principal d'HAD, c'est l'augmentation de la durée à 0,12. Critère principal d'HAD, c'est l'augmentation de l'amplitude qui passe de 2,5 mm. Ensuite, vous avez critère supplémentaire. Je n'ai pas besoin en allemand. Est-ce que vous pouvez ajouter en allemand? Donc, en amont, quand il y a une sténose mitrale à ce niveau-là, il va y avoir une hyperpression sur l'oreillette gauche. Donc, la première cavité qui va se charger, c'est l'oreillette gauche. Donc, l'oreillette gauche, elle va dilater. Donc, stagnation du sang expose à des troubles du rythme, la CFA, et des thromboses. Ensuite, si la pression continue à augmenter, toujours en amont, donc sang qui augmente là, il va augmenter au niveau des veines, hyperpression veineuse. Ensuite, au niveau des capillaires, hyperpression au niveau des capillaires. Et à ce niveau-là, le sang en excès reçoit une quantité d'oxygène. Donc, ça devient une hypoxie. Quantité X d'oxygène normale pour une quantité Y importante de sang. Donc, le résultat, c'est l'hypoxygénation. Donc, l'hypoxie. Cette hypoxie, la dyspnée, l'asthénie, etc. C'est les signes d'insuffisance cardiaque. Et si toujours il y a une hypervasalisation, augmentation de la pression, le sang, il peut sortir vers l'interstitiel, œdème interstitiel, ensuite le alvéolaire, c'est l'OAP. Ça, c'est les décompensations. Toujours, si on a une évolution en amont, on aura l'HTAP au niveau de l'artère, hypertension artérielle. D'abord passive. Passive, c'est quoi? Elle est due uniquement au liquide en excès. C'est le liquide qui est en excès. Elle est dite post-capillaire. L'origine taha, il est post-capillaire. Ensuite, l'artère, elle peut lutter contre le liquide. Le capillaire m'endouche une paroi musculaire. La veine n'a pas de paroi musculaire. L'artère est dotée d'une paroi musculaire. Il peut y avoir une vasoconstriction pour diminuer la lumière. La lumière de l'artère va diminuer. Et comme il va y avoir une vasoconstriction, il va tout fouler vers les veines. Il va tout fouler, il y a une diminution des crises d'OAP. Mais le résultat, c'est quoi? La vasoconstriction va augmenter les pressions. Toute vasoconstriction va augmenter les pressions. On aura une HTAP active. Elle n'est pas passive. Ce n'est pas le liquide en excès dans ce cas-là, c'est la vasoconstriction. Elle est dite précapillaire parce que l'origine est avant les capillaires, c'est précapillaire. Cette HTAP active va diminuer les crises d'OAP, mais le résultat, c'est quoi? C'est un obstacle à l'éjection du ventricule droit. Donc, on finit par dysfonctionner. C'est la phase terminale. J'espère que ça a été clair. On peut avoir des signes d'hypoperfusion, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir des signes d'hypoperfusion? Dans le RM très ancien, très vieilli, même dans les affections rhumatismales, on peut même voir une fibrose qui va commencer au niveau du ventricule gauche. Le ventricule gauche peut avoir une atteinte et on peut avoir une diminution du débit. Une diminution du débit avec hypoperfusion. Mais là, on le voit généralement dans très avancé. Pratiquement, on voit plus ça. Parce que les malades, généralement, ils sont pris en charge avancée. Moi, je suis vraiment au stade très avancé. La surcharge dans l'auricule gauche, pas dans le ventricule gauche. Je pense pas que c'est une réponse à une question. Bifide en D2 est allongé supérieur ou égal. C'est le bifide
seulement ne suffit pas. Voilà, merci. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que ça a été clair. Donc voilà, merci à Merci, professeur. Allô, Merci énormément. Merci énormément. merci à vous et bonne soirée. Merci. Bonne Bonne soirée. soirée, merci. Merci.